tous, bonjour mesdames. On est en petit comité ce matin, c'est parce que c'est le dernier jour. Mais je vous souhaite la bienvenue en tout cas sur ce créneau, sur l'information sur la mobilité électrique. Donc moi aujourd'hui je représente l'Averwest, je suis chargé de mission dans cette belle association qui promeut et développe la mobilité durable en Bretagne et Pays de la Loire. Donc pour la petite histoire, on a été créé en 2018 par les régions Bretagne et Pays de la Loire, notamment qui ont participé aussi dans la création de l'association Smile, que vous devez peut-être déjà connaître. J'ai vu que vous étiez, qu'il y avait des personnes d'Enedis notamment. Enedis, ils ont été aussi à la création de l'association Averwest notamment. C'est monsieur Gilles Rollet, l'ancien président régional à la direction régionale Pays de la Loire, qui était à l'initiative de la création. Et effectivement, nous sommes affiliés à l'Aver France, qui est l'association nationale, elle, pour le développement de la mobilité électrique et qui a en charge notamment toute la question des primes à devenir pour l'installation des points de charge. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine d'adhérents, pour citer que EDF, Driveco, des métropoles, les syndicats d'énergie notamment, qui nous appuient et nous soutiennent pour promouvoir et donner de l'information aussi autour de la mobilité électrique, sur le verdissement des flottes, la réglementation notamment, et aussi pour animer tout le réseau des acteurs de ce secteur. Et effectivement, sommes aussi chargés du déploiement du programme Advenir Formation, qui est un programme d'accélération et de sensibilisation afin d'accélérer la transition écologique. On se déplace pour aller former le grand public, les étudiants aussi, parce qu'on sait qu'il y a un vrai enjeu de main-d'œuvre. On va avoir un besoin de main-d'œuvre exponentiel sur le secteur IRVE, que ce soit même sur le secteur de l'électricité en général, et notamment sur les IRVE. Mais aussi, on va voir les professionnels de l'immobilier, parce que vous savez peut-être qu'il y a en tout cas quasiment 50% des Français qui vivent en logement collectif. Ça représente quasiment 7 millions de places de parking à électrifier. Et on va justement parler tout ce qui est de préfinancement aujourd'hui, de tiers investisseurs notamment. On parle aussi de la solution de la colonne horizontale, du réseau électrique auto d'Enedis notamment, et puis toutes les collectivités locales aussi qu'on va former, les élus, les agents du territoire, qui on va un petit peu défricher ce sujet de la mobilité électrique, qui a certaines idées reçues. C'est aussi ce qu'on va faire aujourd'hui, parler de la recharge et du fonctionnement du véhicule électrique. Donc là, on a aussi des sessions de formation en ligne pour ces trois cibles-là. Aujourd'hui, c'est plutôt des cibles entreprises sur ce salon, mais donc bon, je vous invite peut-être à aller consulter notre site aussi, averwest.com. Donc on va commencer aujourd'hui notre contenu. Il y aura un petit peu d'advenir formation, il y aura aussi un petit peu de contenu pour les entreprises, pour accompagner en tout cas vers le verdissement, notamment au niveau des nouvelles réglementations. Tout d'abord, sur la mobilité électrique, c'est bon aussi de rappeler les bénéfices. Pourquoi on se dirige vers cette mobilité-là, pourquoi on souhaite décarboner le secteur des transports. Bon, il y a aussi une question évidente de nuisances sonores, surtout dans les villes. Ça, je passe assez rapidement là-dessus. La voiture électrique, c'est aussi une solution pour améliorer la qualité de l'air, parce qu'effectivement, la qualité de l'air a quand même des répercussions sur notre santé, sur les cultures, sur les écosystèmes, mais aussi sur le bâti. Une donnée aussi qu'il est bon de rappeler, c'est qu'il y a quasiment 50 000 décès prématurés par an qui sont liés plus ou moins directement à la qualité de l'air et à la pollution de l'air en France. Donc effectivement, la voiture électrique, c'est déjà aussi une solution pour lutter contre cette pollution-là et agir sur au moins le secteur des transports. Parce qu'au final, aujourd'hui, sur lesquels secteurs on peut agir le plus facilement, c'est surtout celui des transports, qui représente quasiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire, avec 53% pour les voitures particulières. C'est pour ça qu'aussi à l'Averwest, on incite à l'autopartage, on incite aussi au report modal. Aujourd'hui, est-ce que moi personnellement, j'arrive à me déplacer en Bretagne et Pays de la Loire sans véhicule, j'arrive à tout faire en train, en transport en commun. Bon, ça prend un petit peu de temps, notamment quand je vais dans le Finistère, c'est pour le coup. Mais on est là aussi pour mettre de l'emphase sur le fait que c'est possible, pour développer des nouvelles habitudes aussi de mobilité, pour agir en tout cas sur ce levier. Mais le but aussi, c'est de décarboner tous les véhicules, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'utiliser leurs véhicules et qui n'ont pas forcément le choix, que ce soit aussi les entreprises, avec les flottes d'entreprises, mais aussi bon nombre de nos concitoyens. Et aujourd'hui, le bilan CO2 du véhicule électrique, il est environ 5 fois inférieur à celui d'un véhicule thermique. Donc effectivement, lors de la fabrication du véhicule, et notamment lors de la fabrication de la batterie, il y a quand même un surplus en termes d'impact carbone par rapport à un véhicule thermique. Mais cet impact carbone-là, effectivement, il va être assez rapidement compensé
lors de l'utilisation du véhicule, puisque derrière, on n'a pas effectivement d'émissions de gaz polluants. Surtout qu'aujourd'hui, en termes de batterie, vous savez qu'il y a des réglementations européennes. Déjà, pour qu'une batterie soit commercialisable en Europe, il faut qu'elle soit au moins à 50% de son poids recyclable, sachant qu'aujourd'hui, en moyenne, on est capable de recycler entre 85 et 95% de la batterie, sans parler effectivement des nouvelles types de batteries qui sont en train d'arriver sur les nouvelles technologies. Déjà en 10-15 ans, on a déjà vachement amélioré les technologies de batterie. Là, on est en train de travailler sur des batteries au sodium, des batteries solides qui seraient 100% recyclables notamment, et qui permettraient aussi de se délester de effectivement cette obligation de passer par l'extraction de métaux. Forcément, c'est des matériaux qui sont sous tension, et ça fait jamais plaisir aussi aux industriels de devoir compter sur des matériaux qui peuvent être mis sous tension selon la demande mondiale pour commercialiser des solutions. Donc là, d'ici plusieurs années, on sait qu'il y aura des autres modèles de batteries qui vont arriver. Et pour les batteries qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché, il y a aussi la possibilité de les réallouer à d'autres usages. Effectivement, les batteries de véhicules électriques, elles ont une durée de vie entre 10 et 15 ans selon l'utilisation. Et une fois en fait qu'elles ont, au bout de 15 ans, elles marchent toujours. Hein. C'est pas on ne doit pas les jeter ou les transformer directement. C'est simplement que généralement, on va perdre entre 20 et 30% de l'autonomie sur ces batteries-là. Donc ce qui se fait aujourd'hui beaucoup, c'est utiliser ces batteries pour faire du stockage d'énergie, notamment sur les panneaux photovoltaïques. Il y a des parkings aujourd'hui qui sont mis en place et des entreprises qui utilisent ces anciennes batteries, qui les récupèrent pour stocker de l'énergie photovoltaïque notamment, et pour pouvoir la réutiliser à d'autres moments. Soit il y a des magasins type Gémeaux, pour citer que sur la région, qui avaient utilisé ces batteries justement pour stocker l'énergie PV pendant la journée pour alimenter l'éclairage du magasin pendant la nuit. Concernant en tout cas les petits baromètres sur les véhicules électriques, d'ici 2030, on sera à peu près à 8 millions de véhicules électrifiés. Donc il y aura aussi ce qu'on compte aussi, c'est les véhicules hybrides rechargeables. Là aujourd'hui, à fin 2023, on est à plus d'1,5 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France, sachant aussi qu'au niveau européen, on a quand même des nouvelles réglementations qui sont en train d'arriver, qui sont là aussi pour uniformiser le marché de la recharge et faciliter aussi l'utilisation par les utilisateurs. Par exemple, à partir du 13 avril 2024, tous les nouveaux points de charge de plus de 50 kW devront être équipés d'un TPE ou d'un TPE sans contact. C'est qu'aujourd'hui quelque chose qui n'est pas forcément fait, parce qu'on se retrouve, je ne sais pas si certains utilisent des véhicules électriques, parfois on a beaucoup de cartes d'abonnement, on se perd un petit peu aussi au niveau des prix. Les prix ne sont pas toujours correctement affichés en station, donc là ça va être pareil. Au niveau européen, on est en train, c'est ce qui arrive sur le territoire, avec l'obligation d'afficher les prix comme on le fait sur les stations-service tout simplement, lorsqu'on arrive en station de recharge. Pour parler rapidement aussi des SDIRV, les SDIRV sont... qu'est-ce qu'un SDIRV ? C'est un schéma directeur d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc aujourd'hui, qui a la compétence pour faire les SDIRV ? Sur nos régions, c'est principalement les syndicats d'énergie. Et en fait, ils vont faire un travail de prévision, notamment des besoins actuels dans 5, 10, 15 ans sur les besoins en recharge publique sur un territoire. Et en fait, ils vont venir tout simplement se concerter avec les opérateurs privés pour créer une sorte de maillage territorial, identifier les besoins, parce qu'il y a aussi beaucoup, par exemple, il y a beaucoup de travail sur la recharge résidentielle pour toutes les personnes qui habitent en centre-bourg, notamment, qui n'ont pas forcément accès à une place de parking privatisée. Il faut aussi que les communes sachent où mettre ces bornes-là pour ces utilisateurs-là. Donc voilà, l'objectif d'un SDIRV, justement, permet de pouvoir faire un maillage territorial satisfaisant en termes de bornes et venir compléter au final l'offre des opérateurs privés pour que les utilisateurs puissent se recharger un petit peu partout. Et quel est l'avantage du SDIRV ? Effectivement, on va avoir un coût de raccordement, une extension de la prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique à hauteur de 75% jusqu'au 31 décembre 2025. Donc voilà, là on a des SDIRV dans quasiment tous les départements de la Loire-Atlantique, enfin ils sont tous. Le CIEMEL l'a fait déjà l'année dernière notamment. Là, il y a celui de Loire-Atlantique qui arrive aussi à partir de mars, ils sont en train de le déposer justement. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie étude aussi qui est faite sur comment on maille un territoire, où est-ce qu'on va placer des bornes, quel type de bornes pour quel type de population et pour quel type de besoins aussi, pour que, effectivement, si on a besoin de faire des longs trajets, on arrive à faire des longues distances avec un maillage satisfaisant.
Concernant aussi les obligations, il y a des obligations aussi sur le renouvellement des flottes de véhicules, notamment toutes les collectivités territoriales et intercommunalités avec un parc de plus de 20 véhicules automobiles ont des obligations aussi de verdissement. Donc quand il y a des nouveaux véhicules qui vont arriver dans la flotte, depuis le 1er juillet 2021, il fallait qu'au moins 30% de ces véhicules soient des véhicules à faible émission. Et à partir du 1er janvier 2030, on sera à 70%, sachant qu'effectivement, on a aussi les mêmes obligations pour les entreprises. Bon, là, c'est les entreprises avec quand même des grosses flottes, puisqu'il faut qu'il y ait au moins une flotte de 100 véhicules, où là, pareil, on a des obligations de renouvellement de flotte, sachant qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties assez récemment, il n'y a que 40% des entreprises qui sont concernés par cette obligation qui jouent le jeu. Donc bon, aujourd'hui, ce n'est pas une mesure restrictive, punitive. Personne ne vient taper sur les doigts des entreprises si ce n'est pas fait. Il y a des projets de loi qui sont en train d'arriver, notamment du parti Renaissance, sur un durcissement de cette mesure. Et effectivement, on verra aussi plus tard qu'il y a quand même beaucoup d'avantages fiscaux, beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place par l'État pour que rouler en électrique pour les entreprises ce soit aussi plus intéressant que rouler en thermique. Il y a aussi des réglementations sur les parkings. À partir du 1er janvier 2025, tous les bâtiments résidentiels qui comportent un parc de stationnement de plus de 20 emplacements devront disposer d'au moins un point de charge pour les véhicules électriques, effectivement, sachant qu'il y a des obligations en termes de PMR, de place pour les personnes à mobilité réduite. Donc les bâtiments résidentiels, ce sont tous les bâtiments qui ne sont pas destinés à des fins d'habitation, tout simplement. Les entrepôts, les bâtiments industriels, les bâtiments tertiaires, les hôtels, les salles de spectacle, pour dire aussi que plus on avance et plus il y aura au final des bornes un petit peu partout, sachant qu'on verra juste après, il y a quand même déjà une offre de bornes publiques aujourd'hui sur le territoire qui est assez importante. On a les mêmes obligations pour les parkings publics, du coup, qui sont gérés en délécation de services publics. Pareil, un point de charge par tranche de 20 emplacements supplémentaires. Bon, sauf effectivement s'il y a des travaux importants d'adaptation du réseau électrique qui sont obligatoires. Sachant qu'aussi au niveau des communes, si par exemple vous avez un parking de 20 places qui est assez excentré, où il n'y a pas forcément de lieu d'intérêt autour, mais que vous avez d'autres parkings sur d'autres parties de la commune, vous avez possibilité de mutualiser, de se dire au lieu d'installer une borne sur un parking de 20 places où il n'y a personne va aller se garer, on va aller installer 2 bornes sur un parking de 20 places, pour pareil qu'il y ait une offre aussi intelligente et intéressante, et qui surtout on ne va pas installer des bornes pour qu'elles ne soient pas utilisées. Ça, pour le coup, c'est aussi important à signaler. Concernant les projets de recharge, alors là sur la recharge en tant que telle, là ce que vous voyez à l'écran c'est une borne de recharge. Bon là ça va être une borne en courant continu parce qu'il y a le câble qui est attaché directement, mais sur une borne il peut y avoir plusieurs points de charge. On peut aller jusqu'à 2 voire 3 points de charge notamment sur une borne. Et quand vous avez plusieurs points de charge sur une borne, ça veut dire qu'il y a une mutualisation de la puissance de la borne, et si 2 véhicules sont branchés en même temps, on va simplement diviser la puissance de la borne par le nombre de véhicules qui sont branchés. Au niveau des puissances de recharge, qu'est-ce qu'on appelle la recharge normale? Donc c'est des bornes d'une puissance inférieure ou égale à 22 kW. Donc ça va être, on va le voir juste après, il me semble que j'ai une slide juste après, plutôt des bornes à destination des lieux de stationnement plus ou moins longs, soit sur des lieux d'intérêt, soit de la recharge au travail, de la recharge à domicile notamment. Et puis tout ce qui est recharge rapide ou ultra rapide, on va être au-delà de 22 kW. Là, pareil, ça va être pour répondre à un besoin souvent d'itinérance, où on va s'arrêter pour pouvoir continuer un trajet, où on a besoin en tout cas de plus d'autonomie. Il y a aussi ce qu'on appelle la prise renforcée. Ça aussi, c'est une bonne solution. Parfois, quand on a des lieux de stationnement longs ou en habitation, c'est une prise qui est spéciale, qui ressemble à une prise domestique. Simplement, elle a été vraiment conçue pour la recharge des véhicules électriques, donc pour pouvoir délivrer du courant pendant de longues périodes sans qu'il y ait d'échauffement au niveau de la prise. Parce que techniquement, on peut recharger sur une prise domestique. C'est quelque chose qu'on ne conseille pas. Absolument pas, dans le sens où effectivement on a pu observer des prises qui fondent souvent au bout d'une certaine utilisation. Sur des véhicules type hybride rechargeable,
Ça peut, pour le coup, c'est possible parce que du coup, les puissances sont effectivement pas les mêmes et la batterie est plus petite et du coup, les temps de recharge sont aussi beaucoup moins longs. Donc, à la rigueur, sur une hybride rechargeable, on peut se recharger sur une prise domestique, mais sur une full élec, on a aujourd'hui des prises renforcées, sachant que ces prises renforcées, voilà, je pense que vous allez peut-être déjà connaître la Legrand, mais il y a aussi d'autres prises qui sont aussi connectées, qui permettent aussi une reconnaissance, notamment de l'utilisateur, de pouvoir fermer sa prise et de la sécuriser à tous les utilisateurs, par exemple qui sont à l'extérieur de l'entreprise, et grâce simplement à un numéro de téléphone, une application mobile, pouvoir déverrouiller la prise renforcée en 2 clics et la possibilité aussi de pouvoir piloter sa recharge, de la décaler sur une heure creuse notamment, et aussi d'ouvrir la prise et de pouvoir payer directement en carte bleue même sur une prise renforcée. Donc il y a des prises renforcées aujourd'hui qui ont toutes les fonctionnalités d'une borne, et ça va nécessiter par contre un câble spécial qui est fourni généralement, qui est toujours fourni lorsque vous avez un véhicule électrique, quand vous achetez un véhicule électrique notamment, mais ça va pas le même câble exactement, il y a un câble avec un transformateur puisque c'est une prise de type EF et non une prise de type 2 qui, là, du coup, on est sur le standard unique au niveau européen pour la recharge en courant alternatif, où là, c'est pour la recharge de 7,4 à 43 kW en courant alternatif, on est effectivement sur la prise de type 2. Et concernant la recharge ultra rapide, là, en fait, ce sont toutes les bornes présentes sur les autoroutes, notamment. Vous allez avoir de la recharge en courant continu. Le standard européen obligatoire, c'est le de gauche, c'est le combo 2. Le CHAdeMO, c'est un standard asiatique qui avait au début de la mobilité électrique, là, qu'on trouve quasiment plus en France, qu'on trouve plus du tout même. Donc là, on peut avoir des recharges qui vont aller jusqu'à 350 kW, mais on verra aussi qu'il y a aujourd'hui assez peu de véhicules qui peuvent accepter une recharge de 350 kW. Et c'est justement ce que j'étais en train de dire. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Quand vous allez faire un choix de véhicule, c'est quelque chose aussi que les concessionnaires ne mettent pas forcément en avant quand vous allez en concession pour choisir un véhicule. C'est la capacité de puissance de recharge qu'un véhicule peut accepter. Alors, il y a 2 limites. Alors, déjà, comme vous le savez, sur le courant, le courant qu'on a sur notre réseau électrique, c'est du courant alternatif, mais les batteries de véhicules électriques se rechargent en courant continu. Donc il y a une transformation à chaque fois qui doit être faite de ce courant. Et quand on est en courant alternatif, donc sur les recharges un peu plus lentes, c'est les recharges où on a le câble type 2 notamment, la transformation du courant se fait directement dans le véhicule. Et ça, selon les constructeurs, selon le type de véhicule, on va avoir des puissances différentes admises. Donc si un véhicule est limité à 11 kW en courant alternatif, il n'ira jamais au-dessus de 11 kW, même si vous allez sur une borne 22. Et ça, effectivement, c'est bon à savoir selon la typologie de véhicule que vous choisissez, selon les besoins que vous avez. Si vous avez besoin de vous recharger assez rapidement, parfois, ça va aussi conditionner votre choix de véhicule selon effectivement vos besoins. Et c'est la même chose pour la recharge en courant continu, pour le coup. Là, sauf que effectivement, la transformation du courant, elle se fait dans la borne. C'est aussi pour ça que la borne est déjà beaucoup plus chère et qu'elle a aussi des puissances beaucoup plus élevées et que le câble est attaché sur la borne. Mais là, c'est pareil, il y a tous les véhicules qui ont des limites. Ça dépend au niveau du constructeur aussi pour protéger la batterie. Ça va dépendre des composants. Plus la batterie va accepter des puissances élevées, souvent plus la voiture est chère, généralement. Donc voilà, en tout cas sur cette question de courant alternatif et courant continu, bien regarder. Généralement sur j'aime bien citer le site Automobile Propre, vous avez des fiches techniques de véhicules avec toutes les courbes de recharge et c'est vraiment des choses à aller regarder avant de passer à l'acte d'achat ou de location d'un véhicule électrique. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des solutions de recharge qui sont adaptées à chaque besoin. On ne va pas installer n'importe quel type de recharge sur n'importe quel lieu pour n'importe quel usage. Nous, ce qu'on préconise quand même aussi pour tout ce qui est stationnement long, en fait, c'est d'avoir soit de la prise domestique ou à la rigueur de la prise une borne 7,4. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, une prise renforcée, on va faire une recharge complète, ça paraît long. Par exemple, sur un modèle type Renault Zoé, une recharge complète avec une prise renforcée, c'est 13 heures à peu près. 13 heures, comme ça paraît long, mais au final, quand on s'y approche un petit peu plus près, on a 85% des Français qui roulent moins de 50 km par jour déjà. Donc souvent, quand on rentre chez soi,
C'est assez rare on rentre jamais à 0% de batterie. Et si on fait un peu le calcul, voilà, vous rentrez chez vous, il est 19h, vous repartez le matin, il est 7h. Les 13 heures, elles sont quasiment passées. Et puis aussi, c'est aussi une façon aussi on a une certaine responsabilité aussi envers le réseau pour aussi alléger la place et le poids de la recharge. Quand on peut installer des puissances assez faibles pour répondre à un besoin, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire attention aussi, c'est pareil, parce que vous allez avoir beaucoup d'électriciens, beaucoup d'installateurs qui, eux, vont vous inciter peut-être à prendre de la 11, voire de la 22, alors qu'au final, il y a effectivement pas du tout besoin d'installer des bornes aussi importantes. Bon, c'est vrai qu'ils souvent ils margent un peu plus aussi sur ces produits, donc c'est aussi un moyen pour eux de faire du profit, c'est sûr. Mais voilà, il faut bien réfléchir sur est-ce qu'on a le temps de se recharger sur ma flotte de véhicules. Est-ce que j'ai des véhicules qui vont peut-être se rentrer entre midi et 2 pour repartir l'après-midi, pour refaire beaucoup de kilomètres. Donc à ce moment-là, peut-être mettre une borne en 22 pour vraiment ou en 11 ou en 22 pour vraiment cet usage-là. Mais après, pour de la recharge salariée, pour de la recharge pour des véhicules qui restent toute la nuit au dépôt, de la recharge lente, c'est largement suffisant. Effectivement, tout dépend pareil du nombre de kilomètres qu'ils vont effectuer chaque jour. Donc aujourd'hui, en France, on a quasiment 120 000 points de charge publics ouverts au public. En Pays de la Loire, on est quasiment à quasiment 5600 points de charge ouverts au public. C'est vrai que j'ai pas l'évolution, hein, mais sur une année, on est à plus 40-50% d'évolution sur l'installation de points de charge, sachant qu'en France, on est le deuxième pays européen le plus équipé en points de charge. Donc on est à peu près une moyenne de 13 véhicules par point de charge en France. Ça aussi, c'est un baromètre qu'on fait en partenariat avec Enedis, notamment là, pareil sur le parc de véhicules roulants. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre le nombre de points de charge entre Advenir et Enedis. Alors, on n'a pas encore vraiment éludé le mystère à ce niveau-là, mais on travaille effectivement avec la direction régionale Enedis Pays de la Loire et Enedis Bretagne sur ces baromètres qu'on met à disposition de nos adhérents notamment. Donc vous pouvez voir sur l'historique du nombre de points de charge en Pays de la Loire entre 2022 et 2023 qui a une nette augmentation, des augmentations assez exponentielles. Et l'évolution du nombre de véhicules, c'est pareil. Aujourd'hui, on est quasiment à 80 000 véhicules électrifiés en Pays de la Loire contre 54 000 en 2022. Donc on voit que la tendance s'accélère, qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Il y a des mesures aussi comme le leasing social où on voit quand même qu'il y a une vraie appétence pour le véhicule électrique, même si c'est effectivement très avantageux notamment. Donc voilà, mais un chiffre aussi bon à savoir, c'est que ces 120 000 bornes, ça représente simplement 7% des bornes qui sont présentes sur le territoire. Tout le reste, aujourd'hui, on est, j'ai pas le total exactement du coup, mais sur les particuliers, quasiment 1 million de bornes, et les sociétés, 650 000 bornes. Effectivement, le reste, sur les bornes ouvertes au public, encore une fois, c'est pour répondre à un besoin souvent d'itinérance. Elles sont présentes. Mais aujourd'hui, acheter un véhicule électrique sans avoir une solution de recharge chez soi, c'est beaucoup de contraintes, notamment, et au final, c'est pas pratique déjà en termes de tarifs, puisqu'on va aller se recharger sur du public et on va pas pouvoir profiter des tarifs intéressants qu'on peut avoir notamment en heure creuse sur ses abonnements. Donc voilà à ce niveau-là. Je voulais aussi vous parler rapidement de l'électrification des bus de recharge. Effectivement, de plus en plus de métropoles aujourd'hui s'équipent en bus électriques. On a aussi du bio-GNV notamment, mais aujourd'hui on a une offre de bus de ville qui permettent en tout cas de répondre aux besoins opérationnels des lignes de bus. C'est des choses qu'il y a 5-10 ans on n'aurait jamais imaginé, mais aujourd'hui déjà les bus sont capables de pouvoir alimenter et desservir une ville de façon efficace. Alors il y a la RATP qui fait beaucoup de choses, ils ont fait des énormes commandes de bus électriques. On a des villes comme Le Mans, comme Laval, comme Nantes aussi, qui d'ici 2030 auront une flotte 100%. Alors généralement il y a un mix, c'est soit du bio-GNV et de l'électrique, mais par exemple Le Mans, voilà, ils souhaitent avoir quasiment 100% de véhicules électriques, Laval aussi, et puis effectivement déjà c'est silencieux. Moi qui habite en centre-ville, c'est vrai que le poids du bruit des transports est quand même assez important.
J'avais pu rencontrer aussi des chauffeurs de bus, tout simplement, qui avaient eu à laisser ces véhicules électriques. Et pareil, ce sont des véhicules qui sont déjà automatiques, beaucoup moins de bruit, beaucoup plus souples, et un vrai plaisir aussi pour eux d'être sur ces véhicules-là. Et aujourd'hui, il y a aussi une offre de recharge qui permet de pouvoir recharger ces bus avec, on le verra plus tard, du pilotage de la recharge notamment. Bon, là, il y avait un petit exemple sur la ville de Strasbourg notamment. Et ben, on y vient juste après, voilà, parce qu'aujourd'hui, recharger c'est bien, mais piloter la recharge c'est mieux. Piloter la recharge, au final, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux types de pilotage. Il y a du pilotage qu'on appelle tarifaire, c'est au final se recharger aux meilleures heures de la journée en termes de tarifs, et souvent c'est en dehors effectivement des heures de pointe. Aujourd'hui, il y a quand même des offres d'abonnement, notamment en heure creuse, en heure pleine, qui permettent de pouvoir décaler sa recharge, d'arriver chez soi, et soit c'est le véhicule qui peut le faire automatiquement, soit vous le faites directement via une application mobile ou via votre borne, la possibilité de vous recharger en heure creuse. Et là, en moyenne, en heure creuse, on est sur un tarif de 3 € à peu près pour 100 km d'autonomie notamment. Ou sinon, on a du pilotage en puissance, la possibilité de mutualiser une puissance électrique afin notamment de contrôler et de maîtriser ses coûts de raccordement et ses coûts aussi en point de livraison. On peut, parce que ça chiffre assez vite, selon la puissance qu'on va installer, qu'on va demander à Enedis, la possibilité effectivement d'installer une borne avec plusieurs points de charge et de mutualiser justement cette puissance sur la même borne. Déjà, on n'achète qu'une borne au lieu de deux. On peut acheter une borne en 22 au lieu d'acheter deux en 11 pour pouvoir mutualiser la puissance. Et puis, concernant les flottes de véhicules, par exemple, si vous avez une flotte de véhicules avec des besoins en mobilité qui sont différents, grâce à un système de supervision de véhicules, si vous en avez un, par exemple, qui vient de rentrer au dépôt, vous savez qu'il doit repartir l'après-midi, qu'il a besoin de se recharger un peu plus vite, mais qui a déjà un autre véhicule qui est branché sur la même borne ou sur une autre borne, mais elles sont généralement toutes connectées entre elles, eh bien, le système de supervision, il va pouvoir choisir de dire, je sais que ce véhicule doit repartir rapidement, donc je vais mettre plus de puissance sur cette borne-là, sur le véhicule B qui, lui, reste au dépôt, je vais mettre la puissance de recharge minimale afin que je puisse répondre aux besoins de mes salariés et de ma flotte de véhicules. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qui marchent très bien, quasiment tous les offreurs de mobilité, les opérateurs de bornes ont des systèmes de supervision de ce type-là. Ça nécessite un peu plus de planification que sur du thermique, effectivement. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des outils qui permettent de tout centraliser. La technologie plug and charge aussi qui arrive, c'est un petit peu à l'image de Tesla, c'est la possibilité, simplement le geste de se brancher ou de se brancher à la borne. Au final, vous avez l'identification, l'autorisation et le paiement qui s'effectuent automatiquement, simplement par le geste de brancher. Donc plus besoin aussi d'avoir X passes de recharge, X cartes d'abonnement ou tout autre moyen d'identification de paiement. Donc c'est quelque chose qui est en train de se généraliser sur l'ensemble aussi du réseau public de bornes. Concernant maintenant les ressources et les aides pour les entreprises, déjà ce qui est bon aussi de souligner sur les véhicules électriques de votre flotte. Déjà, il y a beaucoup d'avantages fiscaux, notamment un amortissement non déductible, un plafond d'amortissement non déductible qui est beaucoup plus élevé. On est à 30 000 € contre 20 300 € pour les hybrides et 9 000 € pour les thermiques, sachant, il me semble qu'on est en alerte orange aujourd'hui, non Et aussi, il faut savoir que la batterie est considérée comme un bien d'équipement, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'amortir la batterie en plus du véhicule. Donc ça, c'est très intéressant, effectivement, quand on sait qu'une batterie de véhicule électrique, c'est entre 10 et 15 000 €. Donc ça, c'est pareil, c'est amortissable. La récupération de la TVA sur l'électricité qui est à 100% aussi. L'exonération aussi sur les taxes, sur l'ex-TVS. L'ex-TVS qui a été remplacé par 2 taxes sur les émissions et sur l'année de mise en circulation du véhicule. Donc ça, pareil, ça peut représenter sur certains véhicules thermiques plusieurs centaines d'euros par an, selon l'ancienneté du véhicule notamment. Et puis des exonérations totales sur les certificats d'immatriculation en Bretagne et en Pays de la Loire, et une exonération aussi sur le malus au poids quand on va passer notamment sur des véhicules utilitaires électriques.
Concernant le bonus écologique, vous l'avez sans doute vu, sur les véhicules légers, à la fin du dispositif depuis février 2024, pour toutes les personnes morales, le bonus écologique subsiste néanmoins sur tout ce qui est véhicules utilitaires, les camionnettes, notamment avec dans la limite de 40% du coût d'acquisition plafonné à 3 000 euros. Pareil pour la prime à la conversion, donc la mise au rebut d'un ancien véhicule thermique pour passer à l'électrique. Sur un véhicule léger, on est à 1 500 euros. Sur l'utilitaire, on peut aller jusqu'à 8 000 euros sur les véhicules de classe 3, donc les véhicules les plus lourds. Aussi, quelques conseils aussi pour passer sa flotte à l'électrique sereinement. Tout d'abord, effectivement, en termes d'installation de bornes, notamment, il faut penser déjà à l'ensemble des besoins de l'entreprise, que ce soit les besoins de la flotte, des véhicules, les besoins aussi des salariés. Est-ce qu'aussi on a des visiteurs qui arrivent sur site? Est-ce que notre parking il est public? Est-ce qu'il y a d'autres, avec la possibilité parfois d'ouvrir sa borne aussi pour les visiteurs qui peuvent aller sur les commerces environnants ou même vous rencontrer? Aussi important d'anticiper ses besoins à 2, 5 ans ou au-delà lorsqu'on va installer de la borne, lorsqu'on va faire ses demandes de raccordement notamment. Est-ce que au niveau de l'électrification de ma flotte et de ce que j'envisage, est-ce que dans 5 ans je vais installer plus de bornes? Alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut une réservation de puissance sur mon site, notamment pour pouvoir anticiper l'évolution aussi de mes besoins? Il y a aussi vérifier l'adéquation à vos usages métiers. Il y a certains métiers, certains usages qui parfois rendent l'utilisation d'un véhicule électrique un peu plus compliqué. Ce n'est pas la solution universelle à tout, sur des déplacements très ruraux, sur les gros déplacements de commerciaux, même si aujourd'hui il y en a quand même, grâce au réseau public d'électricité, au réseau de recharge rapide, ça répond quand même à un besoin. Mais quand on va faire 300, 400 km, déjà souvent c'est qu'on a un petit souci si on fait ça de façon quotidienne, même si on est commercial. Généralement, il faut repenser quand même aussi sa mobilité. Et puis étudier les caractéristiques du site, où est le parking, où est le point de livraison aussi électrique, parce que forcément il y aura du terrassement. Ça c'est des coûts aussi qui peuvent augmenter assez vite. Donc aussi c'est réfléchir sur comment est-ce que je peux transformer mon site, est-ce que c'est possible, ou j'ai perdu le mot pour le coup, au niveau quelle disposition en termes au niveau de votre site vous allez pouvoir mettre en place pour, pareil, alléger les coûts en raccordement et en terrassement. Et aussi une chose qui est très importante, souvent qu'on oublie et qui est assez sous-estimée, c'est impliquer et accompagner les salariés dans ce changement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi allées très tôt dans la mobilité électrique, mais qui n'ont pas forcément accompagné ou éduqué les salariés aux usages. En plus, qui dit très tôt, c'est qu'on avait des véhicules qui étaient aussi qui avaient une très faible autonomie, donc toujours la peur de tomber en panne, même parfois la peur tout simplement de rouler en véhicule automatique. C'est un peu moins le cas maintenant parce qu'il y a de plus en plus de véhicules en boîte auto, mais effectivement, si on n'accompagne pas les salariés, si on leur montre pas comment fonctionne la recharge, où est-ce qu'ils peuvent se recharger, les rassurer sur l'autonomie, et s'ils ont le choix entre du thermique et de l'électrique, généralement ils vont toujours aller sur du thermique. Donc, et après aussi, c'est aussi une façon de pouvoir influer et insuffler du changement au niveau de leur vie perso. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à rouler en électrique en entreprise et qui au final se sont rendus compte que dans leurs usages, ça répondait totalement à leurs besoins, et ça va être aussi un bon vecteur de changement de décision. Effectivement, c'est aussi l'occasion de travailler sur ces tournées, de travailler sur l'optimisation au final de ces tournées, parce que généralement il y a pas mal d'entreprises avec qui j'ai pu travailler qui m'ont dit le fait de passer à l'électrique, ça m'a fait réfléchir sur comment j'utilisais mes véhicules. Au final, on a pu recalculer tout ça, optimiser tout ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait au final beaucoup de déplacements parasites sur notre flotte de véhicules, et le passage à l'électrique, ça a permis aussi de rationaliser et d'économiser pas mal de coûts. Au niveau des guides, l'AVER France, qui est l'association pour le développement de la mobilité électrique en national, du coup en France, a rédigé, il y a de ça l'année dernière, un guide, comment électrifier sa flotte de véhicules, où là vous avez vraiment un guide très complet d'une 50aine de pages qui vous accompagne vraiment sur quel choix de véhicule, quel choix de borne, qui reprend un peu tout ce que j'ai pu dire là, mais qui va quand même beaucoup plus loin à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose à prendre, que je vous invite vraiment à consulter si vous avez des projets de flotte d'électrification.
Après, c'est bien aussi de parler des particuliers, même si on est sur un salon professionnel. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses qui sont mises en place. Le bonus écologique qui a certes baissé de 1 000 euros. On peut monter quand même jusqu'à 7 000 euros selon le revenu fiscal de référence. Pareil sur le bonus écologique, il est toujours là, dans la limite de 5 000 euros. Pareil sur la prime à la conversion, on va aller jusqu'à 5 000 euros avec une surprime de 1 000 euros si on est dans une ZFE. Notamment, et pareil sur les véhicules utilitaires légers, on est à peu près sur les mêmes barèmes, simplement 1 000 euros de plus par rapport aux entreprises. Au niveau des primes des bornes, malheureusement pour les entreprises, je vais un peu vous décevoir, on le verra juste après, mais il ne reste plus grand-chose. Là, sur les primes à devenir point de charge en voirie, donc là c'est plutôt pour les collectivités, pour le public, on a encore pas mal de primes sur les projets dont le foncier est détenu par une personne publique. Donc ils peuvent aller à des primes qui vont aller jusqu'à 9 000 euros selon la puissance de recharge, notamment. Pour les entreprises, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste des primes pour les flottes de poids lourds, notamment, jusqu'à le dispositif là pour les flottes à destination des salariés, enfin les points de charge à destination des flottes ou des salariés a été, l'enveloppe au final a été consommée tout simplement depuis juin 2023. Là, sur les flottes de poids lourds, aujourd'hui, je vous invite à aller sur le pôle mobilité aussi. Si vous avez des flottes de poids lourds, il y a aujourd'hui des solutions de recharge vraiment dédiées aux poids lourds et une offre qui, sur certains trajets, je dis pas les plus gros trajets aujourd'hui, c'est pas encore efficace, mais il y a beaucoup de véhicules, des poids lourds au final, qui partent d'un dépôt central et qui font simplement qui ont des tournées régionales au final et où voilà, on va avoir 150-200 km pour aller à un dépôt, une solution de recharge au dépôt pour pouvoir se recharger et l'aller-retour qui peut se faire de façon sereine. Et là, on a de plus en plus d'entreprises qui sont en train aussi de commander. Il y a beaucoup de subventions aussi, il faut le signaler, mais qui sont en train de passer leurs véhicules lourds à l'électrique. Pour les particuliers, effectivement, on a encore pas mal de primes pour les particuliers, notamment en logement collectif. Aujourd'hui, le point de charge individuel en habitat collectif, on a une prime qui peut aller jusqu'à 600 euros hors taxe dans la limite de 50% de taux d'aide. Concernant aussi ce qui est infrastructure collective, donc une infrastructure collective, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, dans les parkings, on peut installer une infrastructure qui est entièrement dédiée à la recharge des véhicules électriques, avec notamment, vous allez avoir des offres entre guillemets publiques et des offres privées, d'opérateurs privés qui, eux, vont se porter tiers investisseurs, notamment, qui vont venir dans votre copropriété et vont supporter l'entièreté du prix de l'installation. Effectivement, derrière, j'ai pas envie de dire le revers de la médaille, mais tous les locataires vont payer, les copropriétaires qui souhaitent se raccorder, se recharger, vont soit payer un droit de connexion, seront obligés aussi de passer par cet opérateur privé pour effectivement acheter une borne, avoir un abonnement pour payer son électricité. Donc c'est un abonnement plus un prix d'électricité au réel, notamment. Et oui, c'est ce que je voulais dire sur ça. Et oui, ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils vont payer aussi un droit de raccordement qui est simplement une quote-part sur la valeur de l'infrastructure collective, notamment. Il y a aussi une aide sur les travaux de terrassement, parce que sur les parkings aériens, aujourd'hui, c'est vrai que souvent le terrassement, c'est un peu ce qui va venir bloquer toute l'installation de recharge en habitat collectif. On a le sujet chez les bailleurs sociaux, où dès qu'il faut faire du terrassement, au final, c'est beaucoup moins intéressant. Donc là aussi, on préconise parfois des solutions de prise renforcées, où là, on est sur des coûts quand même beaucoup plus intéressants. Donc toujours sur cette infrastructure collective, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les infrastructures collectives, il n'y a plus besoin, il n'y a pas de reste à charge pour la copropriété. Lorsqu'on installe ça en copro, il y a plusieurs, comme je l'ai dit, il y a les opérateurs privés, il y a aussi le préfinancement via la Banque des Territoires, qui est Logivolt, une filiale de la Banque des Territoires, qui, elle, propose aux copropriétés de pouvoir bénéficier d'un préfinancement. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au final, lorsque vous avez un propriétaire ou un locataire qui veut se recharger, il va payer son droit de connexion et passer par l'opérateur privé référencé pour avoir sa borne et son abonnement. Et puis au bout d'un certain nombre de raccordements sur l'offre Logivolt, à la fin de la concession, c'est souvent entre 3, 5 et 10 ans, lorsque le nombre de raccordements a été suffisant pour entre guillemets rembourser l'infrastructure collective, il y a la possibilité pour la copropriété de racheter pour 1 euro symbolique l'infrastructure collective, pour après derrière chacun puisse installer les bornes qu'il veut, les bornes qu'il souhaite, notamment, et qu'ils puissent aussi choisir leur propre fournisseur d'électricité.
Et c'est aussi l'occasion, parce qu'il y a deux solutions aujourd'hui. La solution aussi qui est portée par Enedis, qui est le réseau électrique auto, où là, en fait, Enedis va venir étendre le réseau public de distribution d'électricité jusqu'au parking, et avec la possibilité pour chaque propriétaire, enfin chaque personne vivant dans l'immeuble, d'installer un compteur sur sa place de parking. Donc là, avec pareil, le choix aussi de son propre fournisseur d'électricité, le choix de sa propre solution de recharge aussi. Et là, c'était un décret qui était très attendu, qui est sorti en juin 2023, avec des quotes-parts qui ont été fixées par décret, donc selon effectivement la taille du parking et la taille de l'infrastructure, entre 410 euros hors taxe et 2038 euros hors taxe, sans reste à charge pour la copropriété. Et Enedis assurera effectivement l'entretien et la maintenance de l'infrastructure collective. Donc aujourd'hui, voilà, sur l'habitat collectif, il y a ces deux solutions. Niveau opérateur privé, ce qui est quand même utile, c'est que finalement ces solutions souvent qui sont clés en main, qui sont mises en place rapidement. Souvent, côté Enedis, effectivement, la possibilité d'avoir aussi son choix de fournisseur d'électricité, son choix de borne aussi qui est intéressant, notamment. Et puis le fait que Enedis assure aussi l'entretien et la maintenance d'infrastructures collectives sur toute la ad vitam aeternam. Enfin, dernier dispositif, crédit d'impôt pour toutes les dépenses liées à l'installation d'une borne de prise renforcée, qui est de l'ordre de 500 euros. Il est passé à 500 euros en 2024. Il était à 300 euros en 2023 aussi. Et un taux de TVA aussi qui est plus intéressant, pareil, sur toutes ces dépenses de 5,5% sur toutes les dépenses liées du coup à l'installation d'une borne ou d'une prise renforcée. Et je crois que je suis arrivé effectivement à la fin de ma session. Donc je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle, peut-être. Et puis si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va pouvoir se quitter maintenant. Pas de questions? J'espère en tout cas que j'ai été clair et que vous avez appris des choses. En tout cas, nous, on est au stand de D17, hein, si vous voulez plus d'informations en tout cas sur l'électrification des flottes, mais aussi sur les avantages fiscaux et sur les aides disponibles. On est disponible pour vous aider, pour vous orienter. Merci.